Bonjour. On connaît tous cette image, n'est-ce pas? L'ordinateur portable, ouvert face à une plage paradisiaque en Thaïlande ou une réunion Zoom depuis un petit café sympa à Berlin. C'est le grand rêve de la liberté du nomade digital. Mais voilà, derrière cette belle carte postale, il se cache souvent un piège fiscal. Un piège assez redoutable que beaucoup de nomades israéliens découvrent bien trop tard. Alors, la question se pose, est-ce que ce rêve de liberté absolue peut en réalité virer au cauchemar fiscal? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, parce qu'il y a une croyance populaire, une idée toute simple mais complètement fausse, qui peut avoir des conséquences financières, désastreuses. Si je ne vis pas en Israël, je ne paie pas d'impôt en Israël. Voilà, c'est ça, le mythe, l'idée qui circule partout. Ça semble tellement logique, c'est simple, et c'est surtout complètement faux. S'appuyer sur cette idée, c'est vraiment une illusion dangereuse. Alors, plongeons dans la réalité pour comprendre pourquoi. En fait, le cœur du problème, c'est que ce style de vie de nomade digital crée une sorte de zone grise juridique. Et dans cette zone d'incertitude, la loi israélienne, elle, a une interprétation par défaut qui est très claire. Contrairement à un expatrié classique qui part pour établir une nouvelle résidence à l'étranger, le nomade, lui, ne fait souvent que quitter son ancienne résidence sans en créer de nouvelles. Il crée donc ce qu'on pourrait appeler un vide juridique. Et ce vide, la loi israélienne s'empresse de le combler en considérant que la résidence fiscale d'origine, en fait, n'a jamais vraiment été rompue. Pour bien saisir l'enjeu, il est absolument crucial de comprendre la différence fondamentale entre quitter le pays en tant que nomade et le faire dans le cadre d'une expatriation classique. Pour le fisc, ce sont deux mondes, deux situations radicalement différentes. Et voilà la distinction qui change absolument tout. L'expatriation, c'est un processus de remplacement. On quitte un point A pour s'établir durablement à un point B. Le nomadisme, lui, c'est souvent un processus de rupture seul. On quitte le point A, mais sans jamais vraiment s'établir en B, C ou D. Et la logique du fisc, elle, est implacable. S'il n'y a pas de nouveau point de référence clair, l'ancien reste valide par défaut. Ah, la fameuse règle des 183 jours. Tellement de gens pensent être protégés par ça. On se dit, c'est bon, je passe moins de 6 mois en Israël, je suis tranquille. C'est une autre de ces idées reçues qui peut coûter très cher, parce que le véritable test utilisé par les autorités est bien plus subtil que ça. Parce que voici le véritable test. La loi ne se contente pas de compter les jours sur un calendrier. Elle pèse les liens. Elle cherche à savoir où se trouve le vrai centre des intérêts vitaux d'une personne, c'est-à-dire où est sa famille, où est son logement permanent, où sont ses attaches économiques. Et c'est ce test qualitatif qui a été au cœur d'une décision de justice qui a tout changé. S'il y a une seule affaire à connaître sur ce sujet, c'est celle de Rafi Amit. Ce cas, qui est allé jusqu'à la Cour suprême, a vraiment défini l'approche actuelle du fisc vis-à-vis des personnes qui passent de longues périodes à l'étranger, mais sans établir de nouvelles résidences claires et nettes. Les faits sont assez incroyables. 30 jours. C'est le temps total que Rafi Amit a passé en Israël durant l'une des années en question. 30 petits jours. Et malgré ça, la Cour suprême l'a déclaré résident fiscal israélien. Alors, comment est-ce possible? La réponse se trouve dans le raisonnement des juges. En fait, la Cour établit ce qu'on appelle une présomption par défaut. Le point de départ, le principe de base, c'est qu'un citoyen israélien reste un résident fiscal d'Israël. Point. C'est ensuite à la personne qui part de prouver qu'elle a véritablement et définitivement coupé ses liens pour en créer de nouveaux, plus forts, ailleurs. Ce passage est absolument essentiel. Il nous dit que voyager, même très longtemps, ça ne suffit pas. Dans notre monde moderne, c'est devenu banal. Pour que le fisc considère le lien comme rompu, il faut un acte concret, une indication claire qui prouve l'intention de s'établir pour de bon ailleurs. Et voilà le point décisif pour la Cour. Rafi Amit n'avait pas de nouvelle base, pas de domicile fixe. Il n'avait, selon les termes de la Cour, pris racine nulle part ailleurs. Et c'est justement ce vide de résidence qui a permis au fisc de conclure que son seul et unique foyer fiscal restait, par défaut, Israël. Bon, face à ce constat qui peut paraître un peu alarmant, il existe heureusement des chemins clairs pour éviter toute cette incertitude. Il ne s'agit pas du tout d'abandonner le rêve nomade, mais plutôt de le construire sur des bases juridiques solides. Et pour ça, il y a principalement deux options. La première stratégie, c'est celle de la certitude. On accepte le statut de résident fiscal israélien, on se conforme aux obligations et on optimise sa situation avec les crédits d'impôt existants. C'est clair, c'est net. La seconde est plus complexe, mais peut-être plus avantageuse. Elle consiste à transformer son nomadisme, à choisir une base principale et à y établir une résidence fiscale en bonne et due forme, avec des preuves tangibles pour le prouver. Mais attention, quelle que soit la stratégie choisie, il y a une règle d'or, une règle absolue. Dans un domaine aussi complexe, où les conséquences peuvent être si lourdes, prendre des décisions tout seul dans son coin, c'est probablement le pari le plus risqué qui soit. Il faut bien retenir ceci, un avis fiscal formel,
Rédigé par un professionnel, ce n'est pas une dépense, c'est une assurance, c'est un bouclier. Ça prouve que la décision a été prise de bonne foi, sur la base de conseils d'experts, et non dans une intention de frauder. Et en cas de litige, croyez-moi, c'est ce qui peut faire toute la différence entre un simple différend civil et de véritables poursuites pénales. La nuance est fondamentale. Au final, cette question fiscale en soulève une autre, peut-être un peu plus philosophique. La vraie liberté, est-ce que c'est simplement le fait de pouvoir bouger tout le temps, ou est-ce que c'est la sérénité de savoir exactement où l'on se situe d'un point de vue légal? Remplacer l'incertitude par un plan solide, c'est peut-être ça finalement, la véritable clé d'une vie de nomade réussie. Merci de votre attention.